Le marié murmura sans valeur et s'éloigna au milieu des vœux, laissant la mariée figée devant l'autel. Avant que le choc ne se dissipe, les portes de l'église s'ouvrirent brusquement. Un parrain de la mafia entra avec un convoi de SUV noirs et annonça: Ce mariage n'est pas terminé. Il change simplement de marié. Ce qui s'est passé ensuite a transformé son pire cauchemar en quelque chose de bien plus dangereux. Elena Martinez avait imaginé ce moment mille fois, mais jamais comme ça. La cathédrale Sainte-Catherine était remplie de 300 invités. Leurs visages se tournaient vers elle comme des fleurs suivant le soleil. Des roses blanches tombaient en cascade de toutes parts. Le quatuor à cordes jouait doucement. Sa robe, une création sur mesure de Vera Wang, qui avait nécessité 6 mois de travail, lui allait à la perfection. Tout était parfait, sauf l'homme qui se tenait en face d'elle. Michael Chun, son fiancé depuis 2 ans, ne l'avait pas regardé une seule fois pendant la cérémonie. Il serrait les mâchoires et une fine ligne de sueur coulait sur sa tempe malgré la climatisation. Elena se dit que c'était juste le track. Tout le monde était nerveux. Michael Chin, acceptez-vous de prendre Elena Martinez pour épouse? La voix du père O'Brien résonna sous le plafond voûté. Michael ouvrit la bouche puis la referma. Sa pomme d'Adam bougea lorsqu'il déglutit bruyamment. Michael, murmura Elena, le sourire vacillant. Il la regarda enfin. Ce qu'elle vit dans ses yeux lui donna des nausées. Pas d'amour, pas même de regret, juste un dégoût froid et profond. Je ne peux pas faire ça, dit-il doucement. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Elena entendit quelqu'un halter derrière elle. Le violon s'arrêta brusquement. Quoi? Sa voix était faible, enfantine. Michael se pencha vers elle, suffisamment près pour qu'elle seule puisse l'entendre. Tu ne vaux rien, Elena. Ta famille est ruinée, ton entreprise est en train de mourir, et je ne vais pas couler avec toi. Je mérite mieux que ça. La gifle de ces mots la frappa plus fort que n'importe quel coup physique. La vision d'Elena se rétrécit. Les centaines de visages se brouillèrent en un mélange aquarellé de choc et de pitié. Elle vit sa mère se lever, la main pressée contre sa bouche. Le visage de son jeune frère Marco était devenu blanc comme un linge. Michael fit demi-tour et descendit l'allée. Juste comme ça. Ses pas sur le sol en marbre étaient le seul bruit dans l'immense église. Elena resta figée devant l'autel, son bouquet tremblant dans ses mains, son voile lui donnant soudain l'impression d'être un linceul. Les chuchotements commencèrent immédiatement, un murmure d'horreur et d'excitation, car rien ne rassemble autant les gens que de voir la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Oh mon Dieu, est-ce qu'il venait de... La famille de Martina devait être... Elena voulait courir, voulait disparaître, voulait se réveiller de ce cauchemar, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle resta là, immobile. Une mariée abandonnée devant l'autel, tandis que 300 personnes assistaient à l'effondrement de son monde. Puis les portes de l'église s'ouvrirent brusquement. Pas littéralement, mais la force avec laquelle elles claquèrent contre les murs de pierre fit sursauter tout le monde. Le bruit résonna dans la cathédrale comme un coup de feu. Un homme se tenait à l'entrée, éclairé par le soleil de l'après-midi qui filtrait à travers la porte. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un costume noir qui coûtait probablement plus cher que la robe d'Elena. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, révélant un visage sculpté dans le granit, une mâchoire forte, des pommettes saillantes et des yeux si sombres qu'ils semblaient noirs même de loin. Il ne descendit pas l'allée. Il avançait avec une assurance qui poussait les gens à reculer inconsciemment. Derrière lui, à travers les portes ouvertes, Elena pouvait les voir. Des dizaines de SUV noirs alignés le long de la rue comme un cortège présidentiel, s'étendant à perte de vue. L'homme s'arrêta devant l'autel. Il regarda le père O'Brien, puis Elena, puis à nouveau le prêtre. De près, Elena pouvait voir qu'il était plus jeune qu'elle ne l'avait d'abord pensé, peut-être 35 ans. Son regard la balaya une fois, enregistrant tout, puis se posa sur son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ce mariage ne se terminera pas, dit-il. Sa voix était grave, douce, avec un léger accent new-yorkais. Il change simplement de marié. La cathédrale explosa. Les gens criaient des questions. Sa mère hurlait. Quelqu'un, probablement sa cousine Sophia, se mit à pleurer. Le père O'Brien bredouilla quelque chose à propos du caractère sacré de l'Église. L'homme ignora tout cela. Il tendit la main à Elena. Dante Russo, dit-il simplement.
et tu vas m'épouser à la place. Elena fixait sa main comme si c'était un serpent. Son esprit était incapable de comprendre ce qui se passait. 5 minutes plus tôt, elle était une mariée, puis elle n'était plus rien. Maintenant, cet inconnu lui demandait de l'épouser devant toutes les personnes qu'elle connaissait. Je ne, je ne vous connais pas, parvint-elle à dire. Non, acquiesça Dante, hein. Mais ton père me connaissait, et la dette de ta famille envers mon organisation est désormais la tienne. Tu as donc deux choix, Elena. Il s'approcha d'elle, et elle sentit le parfum d'une eau de Cologne coûteuse et quelque chose de plus sombre. Le danger, peut-être. Tu peux partir d'ici seul, humilié, et regarder ta famille tout perdre d'ici lundi matin. Ou tu peux prendre ma main, terminer la cérémonie, et je ferai en sorte que le nom des Martinez retrouve toute sa valeur. C'est de la folie, Elena respira. Ce sont les affaires. Sa main ne trembla pas. Qu'est-ce que tu décides? Elena regarda derrière lui vers la foule. Sa mère pleurait. Marco avait l'air terrifié. Les invités sortaient de leur téléphone, envoyaient déjà des SMS, publiaient des messages, rendant ce désastre viral. Michael était probablement déjà à mi-chemin de l'aéroport. Toute sa vie venait d'être détruite devant 300 témoins. Que lui restait-il à perdre? Elena laissa tomber son bouquet. Les roses blanches se dispersèrent sur le sol en marbre. Elle regarda dans les yeux sombres et insondables de Dante Russo et plaça sa main tremblante dans la sienne. Ses doigts se refermèrent autour des siens, chauds, forts, absolument certains. « Bon choix », murmura-t-il. Puis il se tourna vers le père O'Brien, qui semblait sur le point de s'évanouir. « Recommencez depuis le début de mon père et faites vite. J'ai des affaires à régler. » La salle de réception ressemblait à un cauchemar fiévreux. Elena était assise à la table d'honneur, une alliance en or qu'elle n'avait jamais vue auparavant, soudainement lourde à son doigt. Les invités se mêlaient maladroitement, ne sachant pas s'ils devaient célébrer ou pleurer. La moitié d'entre eux fixait son nouveau mari comme s'il était une arme chargée. L'autre moitié faisait comme si tout était normal, ce qui était en quelque sorte pire. Dante était assis à côté d'elle, parfaitement détendu. Il avait à peine touché à son assiette, mais son verre de champagne ne semblait jamais vide. Des hommes en costume sombre, ces hommes, se tenaient à chaque sortie. Pas menaçants. Exactement. Juste présents. « Tu devrais manger quelque chose, dit Dante sans la regarder. « Tu es pâle. »« Je viens d'épouser un parfait inconnu, » siffla Elena. « Pardonne-moi si j'ai perdu l'appétit. Tu as épousé une solution à tes problèmes. » Il se tourna enfin vers elle et l'intensité de son regard la fit se pencher légèrement en arrière. « Aurais-tu préféré que je laisse Michael t'humilier et que je m'en aille? Je préférerais comprendre ce qui se passe. » Dante posa son verre. « Viens avec moi. » Il se leva et lui tendit la main pour la deuxième fois de la journée. Elena jeta un coup d'œil autour d'elle. Sa mère pleurait sur l'épaule de sa tante. Marco buvait copieusement au bar, sa cravate déjà défaite. Personne ne faisait plus attention à elle. Ils étaient tous trop occupés à bavarder. Elle prit la main de Dante et le laissa la conduire hors de la salle principale vers une pièce plus petite, la suite nuptiale, où elle s'était préparée ce matin-là. Cela lui semblait une éternité. Dès que la porte se referma, l'attitude de Dante changea du tout au tout. Sa confiance désinvolte disparut, remplacée par quelque chose de plus vif, de plus dangereux. L'entreprise de ton père, Martinez Logistics, gère des contrats d'expédition sur toute la côte Est, commença-t-il en se dirigeant vers la fenêtre. Il y a 3 ans, il a emprunté 15 millions à mon organisation pour développer ses activités. Les conditions étaient claires, un rendement de 10%, payé trimestriellement. Et Elena eut un pincement au cœur. Mon père ne m'a jamais dit que ton père était décédé il y a 6 mois. La voix de Dante était neutre. Une crise cardiaque. Tu as hérité de l'entreprise avec ton frère. La dette aussi. Elle savait que l'entreprise de son père était en difficulté. Elle aidait Marco à la gérer, essayant de la maintenir à flot. Mais 15 millions, cela expliquait pourquoi les comptes ne collaient jamais tout à fait. Pourquoi il y avait des comptes auxquels elle n'avait pas accès. « Nous avons payé, » dit Elena. « Vous avez manqué des paiements, » dit Dante en se tournant vers elle. « 3 au cours des 4 derniers mois. Cela vous met en défaut de paiement. Et quand les gens ne me remboursent pas leurs dettes, il y a des conséquences. Donc, c'est une question d'argent. » Le choc s'estompait, remplacé par une compréhension froide et écœurante. « Vous m'avez épousé pour récupérer une dette.
Je vous ai épousé pour sécuriser un actif. Il s'approcha et Elena se força à ne pas reculer. Les routes maritimes de votre entreprise ont de la valeur. Le nom de votre famille a encore du poids dans certains cercles. Et votre frère, sa mâchoire se crispa légèrement. Votre frère a pris des décisions très stupides. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Michael ne vous a pas abandonné sur un coup de tête. Dante sortit son téléphone, tapa sur l'écran et le lui tendit. Elena fixa l'image. C'était un virement bancaire. 250 000 envoyés sur le compte de Michael Chen il y a 3 jours. Le nom de l'expéditeur la fit frissonner. Victoria Calibris. Qui est-ce? Mais même en posant la question, elle connaissait déjà la réponse. Tout le monde dans la ville connaissait la famille Calibri. Ils étaient les rivaux des Russo, leurs concurrents dans le même monde obscur de l'argent et du pouvoir que la plupart des gens prétendaient ignorer. Victoria est ma concurrente, dit Dante d'un ton neutre. Elle a payé ton fiancé pour t'humilier devant l'hôtel, pour salir le nom des Martinez au point que tes derniers partenaires commerciaux t'abandonnent. Ensuite, il aurait foncé, racheté ton entreprise pour une bouchée de pain et contrôlé soudainement la moitié des routes maritimes de la côte Est. Il rangea son téléphone. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Elena était sous le choc. Michael ne l'avait pas quittée parce qu'elle n'était pas assez bien. Il avait été soudoyé, payé pour la détruire. Cette trahison était d'autant plus douloureuse qu'elle était calculée. Alors quoi? Tu es arrivé et tu m'as épousé pour devancer Victoria. Elle rit, mais son rire était amer. Je suis passé d'une transaction à une autre. Oui, répondit simplement Dante, mais je suis honnête avec toi. Michael ne l'était pas, et Calibri ne le sera certainement pas non plus. Il se dirigea vers le petit chariot à boisson et versa 2 verres de whisky. Il en tendit un à Elena. Elle le prit automatiquement. Voici la vérité, Elena. Dante leva son verre. Je n'ai pas besoin d'une femme pour l'amour. J'ai besoin d'une partenaire qui comprenne les enjeux. Ta famille me doit 15 millions. Ton entreprise perd de l'argent. Ton frère est dépassé par les événements. Et il y a des gens qui veulent vous voir tous détruits. Pourquoi nous aiderais-tu? Parce qu'en vous aidant, je m'aide moi-même. Il vida son whisky d'un trait. Tes routes maritimes sont reliées à mes réseaux de distribution. Une fois que j'aurai restauré la réputation de ta famille, cela légitimera certaines opérations. Et t'avoir comme épouse envoie un message à toutes les familles rivales. Les Rousseau ne font pas que gagner. Nous prenons tout. Elena baissa les yeux vers l'alliance à son doigt. Ce n'est pas un cadeau, c'est un collier. Je ne suis donc pas votre femme, dit-elle doucement. Je suis votre propriété. L'expression de Dante ne changea pas. Vous êtes mon investissement. Ce que vous deviendrez au-delà de cela ne dépend que de vous. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. Encore une chose, dit-il. Souris quand nous retournerons dehors. Les caméras tournent toujours, et j'ai besoin que tout le monde croie que c'est une histoire d'amour. Tu peux le faire? Elena croisa son regard. Derrière ses yeux, elle pouvait voir les rouages tourner, calculer, toujours élaborer des stratégies. Cet homme venait d'acheter toute sa vie. Mais il l'avait aussi sauvé d'une destruction totale. Elle vida son whisky, sentant le feu brûler sa gorge, et acquiesça. Je peux le faire. Bien, Dante ouvrit la porte. Bienvenue dans l'entreprise familiale, Madame Rousseau. 3 jours après son mariage, Elena apprit que le manoir de Dante Rousseau n'était pas une maison. C'était une forteresse. Des murs de 6 mètres de haut entouraient la propriété située à Greenwich, dans le Connecticut. Des caméras de sécurité surveillaient chaque recoin. Des hommes en costume patrouillaient le domaine à toute heure. Sa nouvelle chambre, séparée de celle de Dante, était heureusement équipée d'un bouton d'alarme à côté du lit et de fenêtres par balles. C'est pour ta protection, lui avait dit Dante lorsqu'elle lui avait posé la question. Protection contre quoi? Il ne l'avait pas précisé. Elena était assise à la table du petit déjeuner, picorant son omelette tout en faisant défiler son téléphone. Le désastre du mariage était devenu viral. Ultra Abandonment était en tête des tendances. Quelqu'un avait posté une vidéo de Michael quittant la cérémonie et une autre de l'entrée spectaculaire de Dante. Les commentaires étaient virulents. Elle était passée du statut de simple fille à celui de reine de la mafia. Le rebondissement du siècle, ce n'est pas de la romance. C'est une prise de contrôle hostile. Elle posa son téléphone. Elle n'avait plus du tout d'appétit. Madame Rousseau. Un homme apparut dans l'embrasure de la porte, la cinquantaine bien avancée. Les cheveux gris lissés en arrière,
Il portait un costume qui criait « Vieille fortune ». Son regard était froid et inquisiteur. « Je suis Vincent Caruso, le consigliera de M. Rousseau. » Elena reconnut le titre. Elle avait vu suffisamment de films pour savoir qu'un conseiller était un conseiller, un bras droit, quelqu'un qui aidait à diriger l'organisation. « Enchanté, dit-elle prudemment. Vincent ne sourit pas. « J'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet de votre frère. » Son estomac se noua. « Marco, qu'est-ce qu'il a? Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? » « Hier. Il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. » La conversation avait été gênante. Marco était ivre, bredouillant des excuses au sujet du mariage, de leur père, de tout. Elena lui avait dit que tout allait bien, même si ce n'était pas le cas. Vincent sortit une tablette et la fit glisser sur la table. Voici ses relevés financiers des 6 derniers mois. Elena parcourut l'écran. Son sang se glaça. Des dépenses dans les casinos d'Atlantic City, sur des sites de poker en ligne, des applications de paris sportifs, des centaines de milliers de dollars, tous perdus. Marco jouait. Sa voix était étranglée. Marco est en train de se noyer. Vincent reprit de la tablette. Il doit de l'argent à des gens qui n'acceptent pas les excuses comme paiement. Et les hommes désespérés font des choix dangereux. Que voulez-vous dire? L'expression de Vincent ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. De la suspicion. Je dis que votre frère est un handicap et, par extension, vous aussi. Avant qu'Elena n'ait pu répondre, le téléphone de Vincent vibra. Il y jeta un coup d'œil puis se leva. « Excuse-moi, nous poursuivrons cette conversation plus tard. » Il partit et Elena resta assise, figée à table. Marco avait un problème de jeu, un problème grave. Et Vincent pensait qu'elle était quoi? Qu'elle le couvrait, qu'elle travaillait avec lui. Elle devait parler à son frère. Cet après-midi-là, Elena se retrouva à errer dans l'aile est du manoir, à la recherche d'un endroit calme pour appeler Marco. La maison était immense, avec 12 chambres, un home cinéma et une piscine intérieure. Elle n'en avait vu que la moitié. Elle passait devant un bureau lorsqu'elle entendit des voix à l'intérieur. La porte était légèrement entr'ouverte. On ne peut pas lui faire confiance. C'était la voix de Vincent. « Le timing est trop parfait, » expliqua Dante. Sa voix était calme, mais avait un ton sec. La fille se présente avec un frère désespéré, une entreprise en faillite et des connexions avec des entreprises légitimes dont nous avons besoin. Vincent semblait frustré. Et puis, tout à coup, elle est devenue ta femme. Et si les calibés l'avaient infiltrée? Et si tout ce désastre avait été mis en scène pour la faire entrer dans notre organisation? Elena retint son souffle. Elle se plaqua contre le mur, le cœur battant à tout rompre. « Elena n'a pas choisi de m'épouser, » dit Dante. « C'est moi qui l'ai choisi. » Exactement. Ce qui signifie que tu as agi de manière émotionnelle plutôt que stratégique. Tu as vu une belle femme en détresse et fais attention, Vincent. Le danger imprégnait chaque mot. Une pause. Puis Vincent a continué plus prudemment. « Je dis qu'il faut être prudent. Les dettes de jeu du frère sont réelles, mais qui les recouvre? Il y a 3 jours, Marco Martinez a déposé 50 000 $ sur son compte. Tu veux deviner d'où ça vient? » Silence. Elena enfonça ses ongles dans ses paumes. « Une société écran, » continua Vincent. « Une société qui remonte aux activités de Calibri. Ton nouveau beau-frère accepte de l'argent de nos ennemis, Dante. Ce qui signifie que soit lui, soit elle nous trahit. Découvre qui, dit Dante d'un ton neutre. Mais ne la touche pas tant que nous n'en sommes pas certains. Et si c'est elle la fuite? Une autre pause, plus longue cette fois. Alors nous nous en occuperons, dit Dante, comme nous nous occupons de toutes les fuites. Elena n'attendit pas d'en savoir plus. Elle marcha rapidement dans le couloir, se forçant à ne pas courir, l'esprit en ébullition. Marco acceptait de l'argent des Calibri, la même famille qui avait payé Michael pour l'humilier, la même famille qui voulait détruire les Rousseau. Et maintenant, Vincent la prenait pour une espionne. Elle arriva dans sa chambre, verrouilla la porte et se laissa glisser contre celle-ci. Ses mains tremblaient. Il ne s'agissait plus seulement d'une dette. Il s'agissait de survie. Si les hommes de Dante pensaient qu'elle travaillait contre eux, s'ils croyaient qu'elle avait été infiltrée pour saboter l'organisation, les mots de Vincent résonnaient dans sa tête. « Alors, nous nous en occuperons de la même manière que nous traitons toutes les fuites. » Elle n'était pas naïve. Elle savait ce que cela signifiait. Elena sortit son téléphone et appela Marco. Elle tomba directement sur la messagerie vocale.
Elle réessaya. Même résultat. Allez, Marco, murmura-t-elle. Décroche, s'il te plaît. À la quatrième tentative, il répondit. Elena, qu'est-ce qui ne va pas? Tout, elle baissa la voix. Marco, dis-moi la vérité. Est-ce que tu prends de l'argent à la famille Calibri? Le silence à l'autre bout du fil lui apprit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Oh mon Dieu, Marco, qu'as-tu fait? Ils ont dit qu'ils me tueraient. La voix de Marco se brisa. Je devais 200 000 dollars à un bookmaker. Ils allaient me casser les jambes. Elena. Les Calib ont proposé de rembourser ma dette si je leur fournissais des informations sur les activités de Dante et ça. Elena ferma les yeux. Quel genre d'informations? Rien d'important, juste les horaires de livraison, les changements d'itinéraire, des choses dont tu m'avais parlé. Tu t'es servi de moi. L'horreur l'envahit. Tu m'as fait passer pour une traîtresse. Je ne voulais pas, Elena. Je suis désolé. Elle raccrocha. Son frère l'avait trahi pour sauver sa peau. Et maintenant, elle vivait dans une maison pleine de gens qui la considéraient comme l'ennemi. Elena regarda le bouton d'alarme à côté de son lit. Elle pensait qu'être la femme de Dante la mettrait en sécurité. Elle commençait à réaliser que cela avait peut-être fait d'elle une cible. Elena ne dormit pas cette nuit-là. Elle fit les 100 pas dans sa chambre, son esprit passant en revue toutes les possibilités. Devait-elle parler de Marco à Dante? La croirait-il? Ou penserait-il qu'elle essayait de brouiller les pistes? À l'aube, elle avait pris une décision. Elle ne pouvait pas contrôler ce que son frère avait fait, mais elle pouvait contrôler ce qu'elle ferait ensuite. À 7 heures du matin, on frappa à sa porte. L'un des hommes de Dante, un jeune homme nommé Tony, se tenait dans le couloir. « Monsieur Rousseau souhaite vous voir dans son bureau. » Le cœur d'Elena battait à tout rompre, mais elle garda un visage impassible. « Donnez-moi 5 minutes. » Elle s'habilla avec soin, enfilant une robe fourreau bleu marine et des talons hauts. Si c'était la fin, elle l'affronterait avec dignité. Le bureau de Dante se trouvait au 2e étage et donnait sur les jardins. Il était assis derrière un imposant bureau en acajou, lisant quelque chose sur son ordinateur portable. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. « Asseyez-vous, dit-il. » Elena s'assit dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau. Elle croisa les mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement. « J'ai une réunion aujourd'hui, dit Dante sans la regarder. Des personnes importantes, des investisseurs, des partenaires commerciaux, des associés de la famille. Ils sont curieux de connaître ma nouvelle épouse. » Finalement, il leva les yeux vers elle. « Vous venez avec moi. » De toutes les choses auxquelles elle s'attendait, ce n'était pas celle-là. « Pourquoi? » « Parce que tu es ma femme et j'ai besoin qu'il le voie. » Il ferma l'ordinateur portable. « Ce mariage doit avoir l'air réel, Elena. Cela signifie que tu t'assois à côté de moi. Tu souris et tu joues à ton rôle. Tu peux le faire? » Elle pensa aux soupçons de Vincent, à la trahison de Marco, à la façon dont elle était en équilibre sur le fil du rasoir entre protection et destruction. « Oui, dit-elle, je peux le faire. » La réunion eut lieu dans un restaurant chic de Manhattan, du genre où il n'y a pas de menu et où il faut réserver 6 mois à l'avance. Dante avait réservé toute la salle à manger privée. 8 hommes étaient assis autour de la table lorsqu'ils arrivèrent. Tous plus âgés, tous vêtus de costumes coûteux, tous observant Elena comme des vautours tournant autour de leur proie. Dante tira une chaise pour elle juste à côté de la sienne, un bout de table. Elle s'assit, sentant tous les regards posés sur elle. « Messieurs, commença Dante, voici ma femme, Elena. » Un homme aux cheveux argentés et au visage sévère se pencha en avant. Les rumeurs étaient donc vraies. L'abandon de l'hôtel n'était pas une humiliation. C'était une promotion. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Quelle chanceuse. « Frank. » La voix de Dante était menaçante. « Quoi? » « Je la félicite. » Le regard de Frank glissa sur Elena avec dédain. « Je me demande ce qu'elle apporte à la table à part un joli visage et une compagnie maritime en faillite. » Les autres hommes rirent. Elena sentit ses joues s'empourprer. « Frank dirige une entreprise de gestion des déchets dans le New Jersey, » dit Dante à Elena d'un ton neutre. « Il est très doué pour identifier des déchets. » Les rires cessèrent. Le visage de Frank s'assombrit. « Le Martinez Logistics Network », interrompit un autre homme, plus jeune, les cheveux noirs lissés en arrière et le regard calculateur. « Il perd beaucoup d'argent. 3 clients importants les ont quittés au dernier trimestre. Pourquoi vous liez à ce boulet, Dante? » Elena sentit Dante se crisper à côté d'elle. Ce n'était pas seulement de la curiosité. Il remettait en question son jugement.
remettait en question sa décision de l'épouser parce qu'il voyait du potentiel là où les autres voyaient des problèmes. Elena s'entendit dire. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. L'homme aux cheveux noirs sourit narquoisement. C'est très éclairant. Quel potentiel peut offrir une entreprise en faillite avec 15 millions de dettes? L'esprit d'Elena s'emballa. Elle avait passé des mois à essayer de sauver l'entreprise de son père, étudiant chaque contrat, chaque itinéraire, chaque client. Elle connaissait cette entreprise sur le bout des doigts. Vous avez raison, dit-elle calmement. Nous avons perdu 3 clients importants, Target, Whole Foods et Nordstrom. Vous voulez savoir pourquoi? Le sourire narquois de l'homme vacilla légèrement. Parce que nous ne pouvions plus garantir les délais de livraison. Notre entrepôt de New York a brûlé l'année dernière. Un incendie suspect. L'enquête n'a rien donné. Nous avons perdu 30% de notre capacité de stockage du jour au lendemain. Elle se pencha légèrement en avant. Mais nous avons toujours des contrats avec 15 distributeurs régionaux, des itinéraires établis dans 6 États et des relations avec les douaniers de tous les grands ports, de Boston à Baltimore. Une infrastructure que vos concurrents mettraient des années et des millions à reproduire. Elle se tourna vers Frank. Vous avez mentionné la gestion des déchets. Martinez Logistics dispose de camions frigorifiques qui roulent principalement à vide lors des trajets de retour. Nous pourrions transporter des déchets spéciaux, médicaux, industriels, à des tarifs préférentiels. C'est une source de revenus de 3 millions de dollars que personne n'exploite. L'expression de Frank passa de dédaigneuse à intéressée. Elena s'adressa alors à toute la table. Une entreprise en difficulté n'est pas un handicap si vous savez comment la redresser. C'est une opportunité. Et Dante l'avait compris. Elle jeta un coup d'œil à son mari. Il a toujours 3 coupes d'avance. La pièce était silencieuse. Puis l'homme aux cheveux noirs éclata de rire. Un rire sincère cette fois. Bien joué, dit-il en levant son verre de vin à Madame Rousseau, qui avait apparemment du caractère après tout. Les autres se joignirent au toast. Même Frank semblait impressionné, à contre-cœur. La conversation passa aux affaires, aux discussions sur les territoires, aux négociations sur les pourcentages, des choses qu'Elena ne comprenait pas tout à fait. Mais elle en avait fait assez. Elle avait prouvé qu'elle n'était pas seulement là pour faire joli. Lorsque la réunion prit fin 2 heures plus tard, Dante posa sa main dans le creux de son dos alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Son geste fut bref, professionnel, mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude, de la reconnaissance peut-être. Ils roulèrent en silence pendant 10 minutes avant que Dante ne prenne la parole. L'idée du camion frigorifique, c'était intelligent, c'était évident, dit Elena doucement, si quelqu'un avait pris la peine de regarder. Vincent pense que tu es une espionne. Le ton de Dante était conversationnel, comme s'il discutait de la météo. Il pense que les Calibés t'ont infiltré pour nous détruire de l'intérieur. Elena eut un pincement au cœur, mais elle savait que cela allait arriver. Et qu'en penses-tu? Dante resta silencieux pendant un long moment, regardant la ville défiler derrière la vitre. Je pense, dit-il finalement, qu'une espionne ne m'aurait pas simplement aidé à obtenir la loyauté de Frank. Un espion ne m'aurait pas donné l'air plus fort aux yeux d'homme qui remettent en question mon jugement. Il se tourna vers elle. Je pense que tu es soit la meilleure actrice que j'ai jamais rencontrée, soit que tu veux vraiment que ça marche. Je veux survivre, dit Elena honnêtement. Et pour l'instant, votre succès est ma survie. Quelque chose passa sur le visage de Dante. Du respect peut-être, ou le début de la confiance. Bien, dit-il, parce que les choses vont empirer avant de s'améliorer. Qu'est-ce que cela signifie? Le téléphone de Dante vibra. Il y jeta un coup d'œil et serra les mâchoires. Cela signifie que les Calibes viennent de faire leur prochain coup. Les docks brûlaient encore lorsqu'ils arrivèrent. Des flammes oranges léchèrent le ciel nocturne, consumant 3 immenses entrepôts. Les camions de pompiers étaient alignés sur le quai, leurs lances à incendie ne faisant guère de différence. L'odeur des produits chimiques brûlés et du bois carbonisé empestait l'air. Elena pouvait sentir la chaleur à 50 mètres de distance. Dante se tenait au bord du cordon de police, le visage impassible. Vincent était à côté de lui, le téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres. D'autres hommes en costume les entouraient, des soldats. Elena avait appris à les appeler ainsi, les muscles de l'organisation. « Combien ?» demanda Dante d'une voix parfaitement calme.
8 millions de produits, répondit Vincent avant de raccrocher. Peut-être 10. L'assurance ne couvrira même pas la moitié. Les expéditions n'étaient pas déclarées. Elena comprit. Illégal. Le genre de cargaison qui ne pouvait être signalé aux autorités. Qui? La question de Dante était simple, mais la promesse de violence qu'elle sous-entendait fit frissonner Elena. Nous y travaillons, mais... L'expression de Dante Vincent était sombre. Les images de vidéosurveillance montrent que quelqu'un a pénétré dans l'entrepôt à 2 heures du matin. Quelqu'un qui avait les codes d'accès. Un complice interne, marmonna l'un des soldats. Forcément. Dante serra les mâchoires. Montrez-moi. Ils se dirigèrent vers un SUV noir où un ordinateur portable était installé. Vincent afficha les images granuleuses de la vidéosurveillance. Elena regarda par-dessus l'épaule de Dante, alors qu'une silhouette vêtue de noir s'approchait de l'entrée de l'entrepôt, tapait un code et disparaissait à l'intérieur. 20 minutes plus tard, elle ressortait et s'éloignait. 30 secondes après, des flammes apparurent aux fenêtres. « Vous voyez son visage ?» demanda Dante. « Non, mais nous avons retracé le code d'accès. » Vincent afficha un autre écran, un journal des identifiants de sécurité. Il désigna une entrée. « Ce code appartient à Marco Martinez. » Le monde d'Elena bascula. « Non, murmura-t-elle, ce n'est pas possible. » Toutes les têtes se tournèrent vers elle. L'expression du soldat passa instantanément de neutre à hostile. « Ton frère avait les codes d'accès. » La voix de Vincent était tranchante. « Quand est-ce arrivé? » L'esprit d'Elena tournait à toute vitesse. Je lui ai donné un accès temporaire il y a 3 semaines, avant le mariage. Il m'aidait à faire l'inventaire de certains biens de notre famille entreposés dans l'un des entrepôts communs. Je n'aurais jamais pensé que tu donnerais à ton frère, un joueur invétéré, l'accès à nos installations. Le visage de Vincent rougit de colère après tout ce que je t'ai dit au sujet de ses dettes. C'était avant que je sache. Elena se tourna vers Dante, désespérée. Je ne savais rien des joueurs. Je ne savais rien de tout cela. Dante ne dit rien. Son silence était pire que des cris. Elle lui a fourni des informations. Un des soldats a parlé des horaires d'expédition. Les itinéraires changent. C'est elle la fuite. Ce n'est pas moi. 8 millions de partis en fumée parce que tu as fait entrer un traître dans cette famille. Vincent l'interrompit. Et tu veux nous faire croire que tu es innocente. Vérifie les horodatage. Elena haussa le ton. Le code de Marco a été utilisé à 2 heures du matin. Où était-il? Tu peux le localiser? Vincent travailla un moment sur son ordinateur portable, puis jura entre ses dents. Son téléphone était éteint. Pas de données GPS. Pratique. Ou quelqu'un a volé son code, rétorqua Elena. Les Calibressa ont pris ma famille pour cible. Ils ont payé Michael pour m'humilier. Ils donnent de l'argent à Marco. Peut-être ont-ils aussi obtenu ces informations d'accès. Écoutez-la. Un autre soldat ricana, trouvant des excuses alors que notre entreprise brûle. Je propose de limiter les pertes, un troisième ajouta, fixant Elena avec une hostilité ouverte. Elle et son frère, avant qu'ils ne détruisent tout. Les mots flottaient dans l'air enfumé comme une condamnation à mort. Le cœur d'Elena battait à tout rompre contre ses côtes. Elle regarda Dante, cherchant sur son visage un signe de croyance, de confiance. Son expression était indéchiffrable. « Patron, dit Vincent doucement, nous devons prendre une décision. Si elle est compromise, si sa famille travaille avec les calibres, nous ne pouvons pas prendre le risque. Pas avec un enjeu aussi important. » Dante finit par bouger. Il s'approcha d'Elena, étudiant son visage à la lueur vacillante du feu, cherchant des failles, des mensonges. « Tu savais? » demanda-t-il doucement. « Tu savais que ton frère allait faire ça? » « Non. » Elena croisa son regard, refusant de détourner les yeux, même si tout en elle voulait s'enfuir. « Je te jure que je ne savais pas. Marco est stupide et désespéré, mais mettre le feu à cet endroit, détruisant des millions de produits, ce n'est pas lui. Comment peux-tu en être sûr? Parce qu'il ne prendrait jamais le risque de m'entraîner dans sa chute. » Sa voix se brisa légèrement. « Marco est peut-être faible, mais c'est quand même mon frère. Il ne me mettrait pas en danger comme ça. Quelqu'un lui tend un piège. Il nous tend un piège à tous les deux. » Dante la fixa longuement du regard. Elena sentait que Vincent et les soldats observaient, attendant que leur patron donne l'ordre d'éliminer la menace, de régler le problème. « Vincent, dit finalement Dante sans quitter Elena des yeux,
Trouvez Marco Martinez. Peu m'importe si vous devez mettre sens dessus-dessous tous les casinos et bars de la région. Ramenez-le-moi vivant. Et elle, demanda Vincent d'un ton incisif, elle reste ici. Le ton de Dante ne laissait aucune place à la discussion. Sous bonne garde, si elle essaie de quitter le domaine, arrêtez-la. Si elle essaie de contacter quelqu'un, je ne le saurai pas, mais elle reste ici. Le soulagement et la peur se disputaient dans la poitrine d'Helena. Elle n'était pas morte, mais on ne lui faisait pas confiance non plus. Tu fais une erreur, dit Vincent assez bas pour que seuls Dante et Helena puissent l'entendre. Elle va nous détruire. C'est à moi de prendre cette décision. Dante se retourna vers les entrepôts en feu. Maintenant, trouvez son frère. Nous allons obtenir des réponses. Vincent s'éloigna. Les soldats le suivirent. Helena resta seule à côté de Dante, regardant brûler 8 millions de dollars, sachant que sa vie ne tenait qu'à un fil encore plus mince que son mariage. Helena. La voix de Dante était douce, mais sous-tendue d'une fermeté inébranlable. Si tu me mens, si tu es impliqué dans cette affaire, tu ne pourras te cacher nulle part. Tu comprends? Je comprends, murmura-t-elle. Bien. Il sortit son téléphone. Parce que les Calabriesas viennent de déclarer la guerre et que tu es sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on se retrouve du mauvais côté de la barrière. Ils retrouvèrent Marco 36 heures plus tard dans un motel à la sortie d'Atlantic City, ivre et terrifié. Helena était dans la bibliothèque du manoir lorsque les hommes de Dante le traînèrent à travers la porte d'entrée. Elle entendit l'agitation, les cris, les protestations incohérentes de ses frères et se précipita dans le hall. Marco avait l'air terrible. Son visage était couvert de bleu, un œil était gonflé et fermé. Sa chemise était déchirée et tachée de ce qui semblait être du sang. Lorsqu'il vit Helena, il se mit à pleurer. « Je suis désolé », sanglota-t-il. « Helena, je suis tellement désolé. »« Tais-toi !» Vincent le poussa sur une chaise dans le bureau de Dante. Helena le suivit, l'estomac noué. Dante était déjà là, debout près de la fenêtre, leur tournant le dos. « Marco Martinez. » La voix de Dante était glaciale. « Tu as utilisé les codes d'accès enregistrés à ton nom pour entrer dans notre entrepôt il y a 2 nuits. Peu après, l'entrepôt a brûlé, détruisant 8 millions de dollars. Dis-moi pourquoi je ne devrais pas te tuer tout de suite. Ce n'était pas moi. » Les mots de Marco se bousculaient dans sa bouche, pris de panique. « Je jure que je ne suis pas allé dans un entrepôt. J'étais au casino. Demandez à n'importe qui. J'y suis resté toute la nuit. »« Votre code a été utilisé, » dit Vincent d'un ton neutre. « Vous voulez dire que quelqu'un l'a volé? »« Oui. Je veux dire, » Marco s'essuya le visage avec ses mains tremblantes. « Ils ont dû le faire. Le Calibri dit qu'il recommence depuis le début. » Dante ordonna, se retournant enfin. « Et ne mentez pas. Chaque mensonge ne fait qu'empirer les choses pour toi. » Marco prit une inspiration tremblante. Helena voulait aller vers lui pour serrer son petit frère dans ses bras comme elle le faisait quand ils étaient enfants, mais elle resta figée près de la porte. « Il y a 6 mois, je me suis mise dans une situation délicate avec un bookmaker. » Marco commença. 200 000 dollars. Ils allaient me tuer. Puis un type m'a abordé, il m'a dit qu'il s'appelait Luca. Il travaillait pour la famille Calibri. Il m'a dit qu'il rembourserait ma dette si je leur donnais des informations. « Quel genre d'informations? » demanda Dante. « Les horaires de livraison, les changements d'itinéraire, les informations qu'Helena avait mentionnées à propos de la société Martinez. Je pensais, dit-il d'une voix brisée, que c'était juste des informations commerciales, du renseignement industriel. Je ne pensais pas que quelqu'un serait blessé. »« Tu ne pensais pas? » cracha Vincent. « C'est ton problème. » « Mais j'ai arrêté. » Marco regarda Helena avec désespoir. Après le mariage, après avoir compris qui était Dante, ce qu'était cette famille, j'ai dit à Luca que j'arrêtais, que je ne leur donnerais plus rien. Et les yeux de Dante étaient comme de la glace noire. Le visage de Marco s'est décomposé. Ils m'ont montré des photos de maman sortant de son appartement, montant dans sa voiture, marchant vers l'église. Ils tremblaient maintenant. Ils ont dit que si je ne continuais pas à coopérer, ils la feraient souffrir. Ils feraient souffrir Helena. Ils ont dit que des accidents arrivaient tout le temps. Helena a senti son sang se glacer. Ils m'ont donné un téléphone. Marco a continué. Ils m'ont dit de toujours l'avoir sur moi. Il y a 3 nuits, ils ont appelé. Ils ont dit que je devais leur donner les codes d'accès à mon entrepôt. J'ai d'abord refusé. Je le jure,
mais ils m'ont envoyé une photo de maman à l'épicerie. Un type se tenait juste derrière elle dans la file d'attente, immobile, souriant à la caméra. Il a sorti son téléphone avec des mains tremblantes et leur a montré. Elena regarda par-dessus l'épaule de Dante. Il y avait leur mère inconsciente vérifiant sa liste de courses. Et derrière elle, un homme en veste de cuir fixant directement la caméra avec un sourire prédateur. Ils ont dit que si je ne leur donnais pas les codes, ils la suivraient jusqu'à chez elle, murmura Marco. Alors, je leur ai donné les codes. Je pensais qu'ils se contenteraient de voler quelque chose. Je ne savais pas qu'ils allaient tout brûler. La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée de Marco. Pourquoi le piéger? Se demanda Elena. S'ils avaient déjà les codes, pourquoi utiliser précisément les siens? Dante et Vincent échangèrent un regard. Pour nous monter les uns contre les autres, dit lentement Dante, pour me faire croire qu'Elena et son frère étaient des traîtres, pour détruire mon mariage et l'alliance qu'ils représentent. Et ça marche, ajouta Vincent, bien que son ton fût désormais moins hostile. Nous étions tellement concentrés sur la famille Martinez que nous n'avons pas surveillé les autres mouvements des Calibri. L'esprit d'Elena tournait à toute vitesse. Marco avait été victime de chantage, manipulé. Il était coupable de stupidité et de faiblesse, certes, mais les véritables architectes de ce désastre étaient toujours en liberté, probablement en train de rire du succès de leur plan. Elle regarda son frère, brisé, terrifié, pathétique. Elle l'aimait, mais l'amour n'effaçait pas ce qu'il avait fait. L'amour ne ramenait pas les 8 millions de dollars et ne rétablissait pas la confiance. Puis elle regarda Dante, son mari depuis moins d'une semaine, un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qui l'avait épousée pour des raisons professionnelles, qui la considérait comme un atout, qui pouvait ordonner sa mort d'un simple mot, mais aussi un homme qui lui avait donné une chance lors de la rencontre avec Frank. Un homme qui avait dit à Vincent de retrouver Marco vivant au lieu de simplement éliminer le problème. Loyauté sanglante ou survie, passé ou avenir, victime ou actrice. Elena fit son choix. « Je peux que le prouver », dit-elle soudainement. Tout le monde se tourna vers elle. « Je peux prouver que les Calabrias ont piégé Marco. Je peux prouver qu'ils sont derrière tout ça. » Sa voix devint plus forte. « Mais j'ai besoin d'accéder au relevé téléphonique de Marco, au système de sécurité de l'entrepôt et à 24 heures. » « C'est fou, dit Vincent. Nous n'avons pas de temps à lui consacrer. »« Si vous en avez. » Elena s'avança. « Parce qu'en ce moment, vous pensez savoir qui est votre ennemi. Mais si quelqu'un d'autre était impliqué, quelqu'un au sein de votre organisation qui a aidé les Calabressas à obtenir ces codes, quelqu'un qui s'est assuré que les preuves pointaient exactement là où les Calabressas le voulaient. » Dante plissa les yeux. « Tu penses qu'on a une taupe? » Je pense que c'était trop parfait. Elena dit que les codes de Marco ont été utilisés exactement au bon moment. Les images de vidéosurveillance montrent tout sauf un visage. Vos hommes ont trouvé Marco exactement là où les Calabressas voulaient probablement qu'il soit trouvé. C'est trop propre. Quelqu'un les aide. Vincent ouvrit la bouche pour protester, mais Dante leva la main. « De quoi avez-vous besoin? » demanda-t-il à Elena. « De confiance, répondit-elle simplement. 24 heures et de confiance. » Dante l'observa longuement. Puis il acquiesça d'un signe de tête. « Vous avez jusqu'à demain soir, Vincent. Donnez-lui tout ce qu'elle demande. Marco restera au sous-sol jusqu'à ce que tout soit réglé. » Il regarda Elena. « Ne me faites pas regretter ma décision. » Elena soutint son regard. « Je ne le ferai pas. » Elle espérait seulement pouvoir tenir cette promesse. Elena n'avait pas dormi depuis 24 heures. Elle avait passé la nuit dans le bureau de Dante, entourée d'ordinateurs portables, d'imprimés et de café froid. Vincent lui avait à contre-cœur donné accès à tout. Registre de sécurité, relevés téléphoniques, transactions financières. Toutes les pièces du puzzle étaient là. Il ne lui restait plus qu'à les assembler. À l'aube, elle avait trouvé. Elle se tenait maintenant devant la salle de conférence de Dante, où il avait réuni son cercle restreint. 8 hommes qui dirigeaient son empire, des chefs de territoire, des gestionnaires financiers, des hommes de main. Vincent était là, tout comme les soldats qui avaient réclamé sa mort sur les quais. Et dans 30 secondes, elle allait entrer et soit faire ses preuves, soit détruire la fragile crédibilité qu'elle s'était construite. Elena redressa son blazer noir, leva le menton et ouvrit la porte. La conversation s'arrêta immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers elle.
L'hostilité dans la pièce était si palpable qu'elle en était suffocante. Messieurs, dit Dante depuis le bout de la table, ma femme a quelque chose à vous présenter. Accordez-lui toute votre attention. Ce n'était pas une demande. Elena se dirigea vers l'avant de la pièce où un écran avait été installé. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle connecta son ordinateur portable, mais sa voix était ferme. Il y a 3 nuits, quelqu'un a utilisé les codes d'accès de Marco Martinez pour entrer dans notre entrepôt et y a mis le feu, détruisant pour 8 millions de produits. Elle afficha les images de vidéosurveillance à l'écran. Vous avez tous vu cette vidéo. Une silhouette entre à 2h07 du matin. Elle ressort à 2h31. À 2h33, l'incendie se déclare. On sait déjà tout ça, grommela l'un des chefs de territoire. Ton frère est une balance. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Elena répondit calmement. Ce n'est pas Marco. Elle passa à la diapositive suivante. Une analyse image par image de la vidéo. La personne dans cette vidéo mesure 1,80 et pèse environ 86 kilos, d'après sa démarche et sa carrure. Marco mesure 1,85 et pèse 65 kilos. Les proportions ne correspondent pas. C'est peut-être l'angle, dit Vincent, mais il se pencha en avant, intéressé. C'est possible. Sauf qu'Elena avait consulté les relevés téléphoniques. Le téléphone de Marco a été localisé par une antenne relais à Atlantic City à 2h15 du matin. 8 témoins l'ont vu au casino Borgata entre minuit et 4 heures du matin. Il jouait au blackjack, perdait beaucoup et buvait énormément. Le casino l'a filmé. Elle a montré une photo du casino avec l'heure indiquée, sur laquelle on voyait Marco à une table, clairement ivre. Donc quelqu'un d'autre a utilisé ces codes, a déclaré un autre patron. Quelqu'un à qui il les a donnés. Oui, mais qui? Elena a cliqué sur une autre diapositive. J'ai consulté les registres de sécurité de l'entrepôt pour le mois dernier. Les codes de Marco ont été utilisés légitimement 3 fois, toujours dans l'après-midi. Tout a été correctement enregistré. Mais regardez ça. Elle a mis en évidence une entrée. Il y a 2 semaines, quelqu'un a accédé au panneau d'administration du système de sécurité en utilisant les identifiants de Vincent. Il a créé un miroir du code d'accès de Marco, un double qui s'enregistrerait comme Marco dans les registres, mais qui pourrait être utilisé par n'importe qui. La pièce est devenue silencieuse. Vincent s'est levé lentement. C'est impossible. Mes identifiants sont cryptés, sécurisés, presque impossibles à pirater. Elena a terminé. À moins que quelqu'un ait déjà eu accès à votre ordinateur, quelqu'un qui travaille étroitement avec vous, quelqu'un en qui vous avez confiance. Elle a sorti les registres financiers. Après l'incendie, j'ai retracé la société Shell qui a payé les dettes de jeu de Marco. Elle est enregistrée dans le Delaware, détenue par une société holding qui appartient à une autre société à 6 niveaux de profondeur. Mais tout en bas, elle a cliqué sur la structure de l'entreprise à l'écran. Il y a un compte de traitement des paiements. Et ce compte a effectué un virement il y a 3 mois, 50 000 $ à Anthony Duca, Tony, le jeune soldat qui avait frappé à sa porte, qui avait assisté à toutes les réunions, qui travaillait directement sous les ordres de Vincent. Tony s'est levé d'un bond. Je suis loyal envers cette famille depuis 8 ans, assez loyal pour acheter une BMW M le mois dernier. Elena a affiché le reçu d'achat correspondant à un salaire de 60 000 $ par an, assez loyal pour verser un acompte sur un appartement à Miami. D'où venait cet argent, Tony? Le visage de Tony était devenu pâle. Des investissements de la famille Calibris, dit Elena froidement. Tu leur as donné les identifiants de Vincent. Tu as créé le code d'accès dupliqué. Tu leur as fourni des informations sur nos opérations. Et quand ils ont décidé de brûler l'entrepôt, tu t'es assuré que toutes les preuves désignaient Marco, sachant que nous serions trop occupés à surveiller la famille Martinez pour te remarquer. La pièce explosa. Les soldats se dirigèrent vers Tony, qui se recula contre le mur. Vincent avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Tu leur as donné mes identifiants. La voix de Vincent était d'un calme mortel. Tu m'as trahi. Ils allaient tuer ma sœur, cria Tony. Ils ont dit qu'ils tueraient Maria si je ne coopérais pas. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Viens nous voir, dit Dante en se levant. Sa voix trancha le chaos comme une lame. Tu viens vers ta famille. Tu ne nous trahis pas pour te sauver. Je n'avais pas le choix. Tout le monde a le choix. Dante fit signe à 2 soldats qui saisirent Tony par les bras. Tu as fait le tien.
Maintenant, tu dois vivre avec. Tony se débattit, mais ils le traînèrent vers la porte. Attends, Dante, s'il te plaît, je peux arranger ça. Je peux. La porte claqua derrière eux. Le silence revint dans la pièce. Dante se tourna vers Elena. Y a-t-il autre chose? Elle acquiesça. Tony a fourni des informations à un lieutenant de Calibri nommé Luca Moretti, le même Luca qui a fait chanter Marco. J'ai des enregistrements téléphoniques, les messages cryptés, tout ce dont vous avez besoin pour agir contre eux. Elle ouvrit un dernier document indiquant l'emplacement de leur prochaine livraison. Ils transportent la marchandise via le port de New York demain soir. Si vous les attaquez là-bas, vous récupérerez vos pertes et leur opération. Dante fixa l'écran, puis Adelena. Son expression changea. Surprise, peut-être. Ou respect, Vincent s'éclaircit la gorge. Madame Rousseau, je vous dois des excuses. Je me suis trompé à votre sujet. Les autres hommes murmurèrent leur accord. L'hostilité s'était évaporée, remplacée par autre chose. De la lassitude peut-être, ou de la reconnaissance. Elena regarda Dante. Ai-je encore jusqu'à ce soir? Où puis-je garder ma tête? Un soupçon de sourire effleura les lèvres de Dante. Vous pouvez garder votre tête. Et Vincent, libérez Marco de la cave. C'est un idiot, mais ce n'est pas un traître. Alors que les hommes sortaient en discutant de l'opération au port de New York, Dante s'approcha d'Elena. Vous auriez pu simplement me donner les preuves, dit-il doucement. Vous n'aviez pas besoin de les présenter à tout le monde. Si, je devais le faire. Elena le regarda dans les yeux. Parce qu'ils avaient besoin de voir que je ne suis pas un handicap. Ils avaient besoin de savoir qu'être ta femme signifie quelque chose. Dante l'observa longuement. Tu viens de commander une salle remplie de tueurs, Elena. Ce n'est, c'est pas rien. Je sais, dit-elle, parce que j'ai appris auprès du meilleur. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Dante Russo sourit. Un vrai sourire. Bienvenue dans la famille, dit-il. Pour de vrai cette fois. L'opération à Port New York fut un massacre. Pas littéralement. Dante était trop intelligent pour laisser des cadavres qui attireraient l'attention des autorités fédérales. Mais lorsque son équipe eut terminé, la famille Calibri avait perdu 12 millions de dollars de marchandises, 3 entrepôts et tout son réseau de distribution sur la côte Est. Luca Moretti fut arrêté par le FBI 1 heure plus tard, ainsi que 6 autres lieutenants des Calibri. Des informations anonymes avaient inondé le bureau avec des preuves de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et de racket, toutes remontant à l'organisation Calibris. Vittorio Calibris lui-même avait disparu. La rumeur disait qu'il s'était enfui en Sicile. Dante ne prit pas la peine de le poursuivre. Le message était suffisamment clair. Si vous vous en prenez au Rosso, vous perdez tout. 3 semaines plus tard, Elena se tenait dans la grande salle de bal du Plaza Hotel à Manhattan, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que la maison de son enfance. La salle était bondée avec plus de 200 personnes, des membres de la famille, des associés, des politiciens et même quelques célébrités. Ce n'était pas une réception de mariage. C'était un couronnement. Dante avait appelé cela une célébration de partenariat. Elena savait ce que c'était vraiment. Une déclaration publique qu'elle appartenait à ce monde, qu'elle avait gagné sa place. Elle observait depuis le bord de la pièce Dante qui se frayait un chemin parmi la foule, serrant des mains, acceptant les félicitations pour avoir écrasé la menace des Calibri. Il se déplaçait dans la pièce comme un roi inspectant son royaume, confiant, puissant, intouchable. Tu es très élégante. Marco apparut à ses côtés, tenant 2 coupes de champagne. Il lui en tendit une. Elena la prit, observant son frère. Il semblait en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Sobre, le regard clair. Dante l'avait envoyé dans un établissement privé dans le nord de l'État de New York, à mi-chemin entre un centre de désintoxication et une forteresse. Marco y avait passé 3 semaines à se désintoxiquer, et il en était ressorti transformé. « Comment vas-tu? » demandait-elle mieux. Marco but une gorgée de champagne. « Je suis désolé, Hannah, pour tout. D'avoir été faible et de t'avoir mise en danger. Tu avais peur. Les gens font des choses stupides quand ils ont peur. Cela ne l'excuse pas. » Il baissa les yeux. « Mais je vais réparer mes erreurs. Dante me donne un travail légitime dans une entreprise de transport maritime. Je vais reconstruire ce que papa nous a laissé. Je vais te rendre fier. » Elena lui toucha le bras. « Reste sobre, Marco. C'est tout ce que je demande. »
Il acquiesça et se fondit dans la foule. Madame Rousseau, Vincent s'approcha, l'air mal à l'aise dans son smoking. Monsieur Rousseau souhaite vous voir sur la terrasse. Le cœur d'Helena fit un bond. Elle se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à la terrasse extérieure donnant sur Central Park. Dante se tenait près de la balustrade, sa silhouette se découpant sur les lumières de la ville. « Vous vouliez me voir ?» demanda-t-elle. Il se retourna et quelque chose dans son expression lui coupa le souffle. Il était plus doux que d'habitude, presque vulnérable. « Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit lors de la réception de mariage ?» demanda-t-il à propos du fait d'être mon investissement. « Oui, j'avais tort, » dit-il en s'approchant. « Tu n'es pas un investissement, Helena. Tu n'es pas une propriété. Tu n'es pas un pion dans un jeu. Alors, je suis quoi? » Dante tendit la main et prit la sienne, la même main qu'il avait tenue devant l'autel un mois auparavant. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était réel. « Il y a 3 semaines, tu aurais pu t'enfuir, dit-il doucement, quand tout le monde pensait que tu étais une traîtresse, quand Vincent voulait que tu partes, tu aurais pu partir, disparaître, recommencer ailleurs en sécurité. J'y ai pensé, admet Helena, mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté, tu t'es battu, tu as fait tes preuves devant des hommes qui ont passé des décennies dans cette vie. Son pouce traça des cercles sur sa paume. Tu as sauvé mon organisation, Helena. Tu as démasqué un traître que je n'aurais jamais trouvé. Tu as transformé un désastre en victoire. Nous l'avons fait ensemble, dit-elle. Non. La voix de Dante était ferme. Tu l'as fait. Tu as commandé cette salle. Tu leur as fait voir que tu étais plus que ma femme. Tu leur as fait voir que tu étais indispensable. Il lâcha sa main et sortit quelque chose de sa poche. Une petite boîte en velours. Le pouls d'Helena s'accéléra. « Ce n'est pas une demande en mariage, dit Dante en ouvrant la boîte pour révéler une bague en platine avec une énorme émeraude entourée de diamants. Nous sommes déjà mariés. C'est une promesse. Il la glissa à sa main droite à côté de son alliance. Quand je t'ai épousé, c'était pour les affaires, continua-t-il. Une transaction, un moyen de protéger des actifs et de consolider le pouvoir. Mais entre l'hôtel et ce soir, quelque chose a changé. Il prit doucement son visage entre ses mains. Ils ont essayé de te détruire, Helena. Michael, les Calabriesas, tous. Ils voulaient te briser, t'humilier, te détruire. Ses yeux cherchaient les siens. Mais tu viens de nous sauver tous. Helena sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas à cause de la tristesse ou de la peur, mais à cause de la prise de conscience bouleversante du chemin qu'elle avait parcouru. Il y a un mois, elle avait été abandonnée devant l'hôtel, sans valeur et humiliée. À présent, elle se tenait sur une terrasse surplombant Manhattan, parée de diamants, mariée à l'un des hommes les plus puissants de la côte Est. Et elle avait mérité tout cela. « Je ne suis plus une victime, murmura-t-elle. « Non. » Le sourire de Dante était sincère et chaleureux. « Tu es une reine. » Il la ramena à l'intérieur, dans la salle de bal. La foule s'écarta à leur passage. Dante leva la main et la salle se tut. Merci à tous d'être venus ce soir. La voix de Dante résonna dans la salle. Il y a un mois, j'ai épousé cette femme pour protéger mes intérêts commerciaux. Mais ce soir, je me tiens devant vous pour vous dire autre chose. Il se tourna vers Helena et lui prit les 2 mains. Ce soir, je vous présente ma véritable partenaire, mon égale. La femme qui a sauvé cette famille de la destruction et prouvé que l'Empire Rousseau ne m'appartient plus uniquement. Ils leva leurs mains jointes. Il nous appartient à tous les deux. La salle éclata en applaudissements. Helena vit Vincent hocher la tête avec respect. Frank leva son verre, les chefs de territoire lui témoignèrent leur sincère approbation. Elle n'était pas un simple faire-valoir. Elle n'était pas un pion. Elle était le cœur de l'Empire. Dante se pencha vers elle, ses lèvres effleurant son oreille. « Prête pour cette vie, Madame Rousseau ?» Helena regarda la foule, les hommes puissants, les hommes dangereux, le monde scintillant qui avait failli la détruire, mais qui l'avait au contraire forgée pour la rendre plus forte. Elle serra la main de Dante. « Je suis née prête. »